Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un point qui est extrêmement important si jamais vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies ou que vous souhaitez le faire. C'est un point qu'on a déjà touché du doigt sur pas mal de vidéos précédentes, mais je pense que c'est important de vous le représenter sur cette vidéo peut-être d'une manière assez différente qu'on aura pu effectuer précédemment. C'est tout ce qui est lié à la gestion de risque et notamment par rapport aux garanties qu'on pourrait potentiellement avoir en investissant dans le domaine des crypto-monnaies. Typiquement, pour pouvoir gérer correctement son risque, il faut toujours essayer de cerner les différents scénarios dans lesquels on va essayer de s'inscrire. Et par exemple, au lieu de se dire, bon bah tiens, ce projet-là, il y a 100% de chance à ce qu'il puisse révolutionner le monde, de considérer qu'il y a toujours aussi une part d'ombre puisqu'on est dans un domaine aujourd'hui qui est très jeune, et de se dire, bah tiens, typiquement, oui, il y a peut-être une probabilité importante, en tout cas moi j'entrevois une probabilité importante à ce que ce projet-là se développe, mais il y a aussi une possibilité à ce qu'il ne se développe pas correctement et que ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, il faut toujours jauger son risque et jauger sa manière d'investir en fonction des scénarios qu'on va privilégier et surtout ceux qu'on n'aurait peut-être pas pu entrevoir un peu plus tôt lorsqu'on a décidé de placer notre capital sur le marché des crypto-monnaies. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'ailleurs ça, hein, c'est de privilégier un seul et unique scénario et de se dire, bah, si ça marche, tant mieux, j'ai maximisé mes positions et mes investissements sur ce scénario-là qui va se développer. Mais si jamais ça ne se passe pas correctement, je n'ai pas prévu forcément le retour de la médaille. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les épisodes de halving, c'est-à-dire qu'on se dit, le Bitcoin, il a des épisodes, par exemple, de 4 ans. En général, on a 2 années de bull run, une année de bear market, une année d'accumulation, et ensuite c'est reparti. Et historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Néanmoins, aujourd'hui, quand on regarde objectivement les choses, tous les modèles prédictifs, mathématiques ont été développés par rapport à ce modèle-là historique. On sait qu'il n'y a aucune garantie de ce qui, enfin, les événements historiques ne sont aucune garantie de ce qui risque de se passer par l'avenir. Et surtout, il y a toujours un train de retard avec ces événements historiques-là. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que oui, historiquement parlant, le halving, ça a été synonyme d'un bull run, en tout cas d'une reprise progressive du cycle haussier. Il faut savoir aussi que l'importance du halving, c'est mon avis, hein, va avoir de moins en moins d'importance par la suite, dans le sens où au départ, on avait 50 bitcoins toutes les 10 minutes qui étaient données aux mineurs. Ensuite, on est passé à 25, ensuite 12,5, 6,25, 3, 175, etc. etc. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'influence à travers ces épisodes de halving. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a de moins en moins on va dire, de multiples, notamment pour le cas du Bitcoin, parce que la masse monétaire et l'énergie économique qu'il faut pour faire progresser le prix est plus compliquée, plus difficile au fur et à mesure qu'on va avancer avec le temps. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est justement de considérer et d'échanger sur le sujet que quand on investit dans les crypto-monnaies, on ne doit pas forcément rechercher de garantie. Et là où je trouve on peut trouver facilement dans les travers, c'est justement à cause du côté un peu mathématique, à cause du côté protocole, parce que dans le marché action S&P 500, il n'y a pas d'épisode de halving, il y a certains modèles mathématiques qui peuvent nous donner des dispositions peut-être sur les évolutions futures, mais en tout cas sur le Bitcoin, c'est ancré. On sait que tous les 4 ans, il y a un halving. Il y avait le modèle du stock to flow qui était très fortement poussé lors du précédent bull run, et on s'est rendu compte que, au final, le modèle du stock to flow s'est révélé être pas aussi pertinent et pas aussi intéressant qu'on pouvait le penser au préalable. Et c'est ça aussi la réalité de l'investissement crypto. Du moment où il y a un consensus global, du moment où on pense que c'est bon, en fait, c'est acté, j'achète une crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, et je fais du DCA pendant 4 ans, j'ai forcément gagné de l'argent. Historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Mais lors du dernier cycle, pour ceux qui avaient acheté par exemple du Bitcoin à 20 000 dollars, on s'était toujours dit, et c'est ce qu'on avait vu par le passé, que ceux qui avaient acheté du Bitcoin même au plus haut, lors du prochain cycle, on ne revenait jamais, on ne dépassait pas plus, on ne baissait pas plus bas, on descendait pas plus bas que le précédent plus haut du précédent cycle. ATH, ouais. Ouais, de l'ATH. Et au final, ça n'a pas été le cas. On s'est retrouvé des personnes qui pouvaient acheter du Bitcoin à 20 000 dollars en 2017, 5 ans après, on était descendu à 16 500. Il y a des personnes qui pouvaient encore se retrouver dans le trou. Donc on voit que quand il y a, en fait, pour moi, le risque, c'est quand il y a une certaine garantie, quand on se dit, en fait, c'est simple, il y a le halving, je fais du DCA pendant 4 ans, en fait, c'est déjà gagné, tu vois, j'ai tout de suite déjà gagné de l'argent parce que, forcément, historiquement parlant, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là, je trouve, où il y a un risque parce que euh, dans l'investissement général et surtout aussi dans l'investissement crypto, il n'y a justement aucune garantie, il n'y a qu'une gestion de risque, quoi. Ouais, tout à fait. Après, sur le côté général, les marchés
marché crypto en général et qui est forcément corrélé à Bitcoin, il faut se méfier, comme tu l'as dit, des schémas narratifs dominants. Bitcoin à 100K, par exemple, sur le dernier cycle, je dis ça parce que c'est un des schémas qui était prédominant. Et c'est vrai que du coup, dès qu'il y a un schéma ou plusieurs prédominants, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si tout le monde s'accorde pour se dire que c'est ça qui va se passer, et au final, il y a très peu de chances que ça se passe parce qu'il y a forcément des gens qui vont essayer d'anticiper, qui vont essayer de se dire si tout le monde va faire ça, moi je vais être plus malin, du coup je vais vendre un petit peu avant pour être sûr de pouvoir sortir, ou alors je vais attendre les 100K et comme tout le monde va vendre, moi je vais attendre un peu en embuscade pour essayer de choper le dip, et après comme ça va remonter, enfin il y a toutes des stratégies qui vont essayer de se mettre en place et du coup ça va faire que ça va jamais se passer exactement comme prévu. Donc ça, c'est pour le côté un peu général. Et sur le côté timing aussi, parce qu'il y a plein de modèles, comme tu l'as dit aussi, qui disent historiquement il s'est passé ça et du coup ils ajustent un petit peu les variables pour que au moment T, donc au moment où on regarde le graphique, effectivement la courbe colle bien au pic, au vallées qui peuvent être avoir eu lieu par le passé, mais c'est donc un cas ce qui se passera dans le futur. On ne sait pas les temps que ça prendra. Là on se rend compte qu'il y a de plus en plus l'ATH il est atteint de plus en plus après le halving, hein. C'est plus forcément un an ou un an et demi, je ne sais plus ce que disait le modèle. Il y a un petit peu un aplatissement, c'est-à-dire les temps s'allongent, les rendements baissent, et du coup, est-ce qu'on peut considérer que les données de 2013 sont encore valables, sont encore aussi pertinentes en 2023 avec tous les changements qui se passent dans l'écosystème, l'entrée des institutionnels, le volume de personnes, d'argent. Voilà, on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc, du coup, est-ce que ces modèles et ces données qui sont historiques, qui datent pour les plus vieilles de même pas 15 ans, hein, donc historique, c'est encore tout relatif, est-ce que c'est encore aussi pertinent pour prendre des décisions maintenant? Et après, c'est un autre point que je voulais évoquer aussi. Ça, c'est pour le marché, les temps en général. Quand c'est qu'on va avoir un bull run, donc il y a tout qui pump, il y a tout qui dump, pour l'écosystème en général. Et après, pour l'investissement, dans le sujet d'avoir certitude, je pense que c'est intéressant de parler aussi de projet à projet, c'est-à-dire c'est bien d'avoir la vision d'ensemble du marché avec le bull run, le bear market qui va impacter l'ensemble du marché, mais aussi l'investissement. En principe, on choisit nos projets, on a notre pack d'investissement, et du coup, on peut avoir des attentes qui sont aussi décorrélées, qui sont différentes pour chacun des actifs de notre bague. Et là aussi, il faut parler des certitudes qu'on peut avoir par rapport à ces projets-là. Parce que il faut remettre encore une fois dans le contexte historique, la crypto c'est assez récent et en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On peut avoir des bons sentiments, estimer que certains scénarios sont plus probables que d'autres, mais personne n'est sûr à 100%, parce que si on était sûr à 100%, il y aura pas, il y a aucun actif, on va dire aucun véhicule d'investissement, et ça parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi dans la crypto-monnaie, c'est les gens ils veulent être sûrs. On est humain, c'est normal, on aime avoir des certitudes et on n'aime pas l'inconnu. Et donc du coup, les gens ils se disent mais est-ce que tu me garantis que je ne vais pas perdre d'argent? Je peux rien garantir du tout. Et aussi par rapport aux garanties, par rapport au prix, je pense que le moins risqué entre guillemets dans l'investissement, ça pourrait être considéré. Alors il y a débat aussi sur les dettes d'État de bonne qualité. Je sais pas, les dettes de l'Allemagne, les dettes de la France, les dettes des États-Unis, même si bon, il y a encore des débats là-dessus, mais bon, on est sûr, entre guillemets, que on va nous payer dans 5 ans, l'État va rembourser ses dettes, donc du coup, le rendement que vous pouvez espérer, je vais y arriver, sur ces types d'actifs, sont aux alentours de 3%. Et on va dire que plus on est sûr que quelque chose va se passer, par exemple l'immobilier, c'est pareil, en principe, l'immeuble, le marché ne devrait pas trop bouger, donc du coup, les rendements, ils sont aussi par rapport à ça. Et les actions, c'est pareil. Si vous êtes sûr qu'une action ou qu'une entreprise, bien sûr, s'il y a la majorité des acteurs qui voient un scénario où que c'est déjà acté, par exemple, je pense à Amazon sur les premiums ou Tesla, ou quand les investisseurs ont déjà anticipé un événement, il est déjà inclus dans le prix sous forme de C'est premium. déjà Donc, du coup, pricé, quoi. ouais, c'est déjà pressé, il y a déjà un premium à l'entrée, et du coup, l'opportunité est partie. J'ai envie de faire le parallèle aussi avec Amazon au début des années 2000, après la crise des dot-com, donc quand tout s'était cassé la gueule, personne aurait pu prédire ce qu'allait devenir Amazon, et personne aurait mis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas grand. Encore une fois, c'est comme Bitcoin, personne ne peut prévoir au tout début le potentiel et ce qui va se passer. Et c'est pour ça que
c'est toujours entre deux eaux parce qu'on se dit oui, on n'a aucune certitude, mais tu sais pas non plus le potentiel parce que si le potentiel était sûr à 100% ou que la majorité des gens étaient d'accord là-dessus, ça serait déjà pricé, il y aurait déjà un premium et il y aurait beaucoup moins de volatilité. Et il faut aussi comprendre que la crypto-monnaie, le rendement et les opportunités que tout le monde voit de faire de l'argent, c'est dû en grande partie à ça, cette incertitude, à cette volatilité qui, bon, c'est une arme à double tranchant du coup. Il y a beaucoup de volatilité à l'hausse comme à la baisse. Mais ça vient aussi de l'incertitude, on ne sait pas quel projet peut sortir, on ne sait pas ce que ça peut donner. Il y en a plein qui sortent en même temps, il va y avoir des survivants, il va y avoir beaucoup qui sont morts. Mais au final, cette volatilité, on peut la mettre de notre côté comme elle peut, voilà, on peut s'en servir ou pas, elle peut être contre nous, mais il y a beaucoup, ouais, pour revenir aussi à l'incertitude. Bon, j'espère que c'était clair, je m'en mêle un peu, mais bon, parce que Oui, mais c'est toujours une question entre le risque et le rendement. Plus tu vas chercher, plus tu vas avoir du risque, plus tu vas aller chercher théoriquement du rendement. Et c'est toujours une balance un peu entre les deux. Moi, ce que je voulais évoquer aussi, c'est que faut comprendre que les crypto-monnaies, en tout cas le Bitcoin, a été divulgué et mis au grand jour après la crise des subprimes en 2008. Le white paper, ça a été notamment en 2009, la première transaction aussi. On n'a connu qu'une politique avec des taux d'intérêt bas, une politique monétaire inflationniste avec une planche à billets importante, etc. Donc, ça a été très corrélé aussi avec l'augmentation importante et le bull run qu'on a connu sur le marché financier de manière générale. Si on regarde le S&P 500, qui est aujourd'hui un indicateur qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, si on regarde les performances depuis 2008, c'est un bull run sans fin. Alors oui, il y a eu quelques corrections, notamment avec la crise sanitaire en mars 2020, mais néanmoins, ça a été un bull run juste incroyable parce qu'on a eu énormément d'argent qui a été imprimé, parce qu'il y a eu des taux d'intérêt bas, et voilà, historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Et les crypto-monnaies ont énormément profité aussi de ça. Même si on peut se dire si théoriquement les crypto-monnaies, fondamentalement, elles n'ont rien à voir avec les actions, les obligations, l'immobilier et tout le reste, néanmoins, elles en ont quand même énormément profité parce que il y a ce qu'on appelle les risques on asset, les actifs risqués, comme par exemple les actions et les crypto-monnaies. Et en général, les investisseurs vont investir sur des actifs risqués quand on a des taux d'intérêt qui sont bas parce que l'argent n'est pas cher. Et quand on augmente les taux d'intérêt, l'argent coûte plus cher. Et là, les investisseurs vont se dérisquer, ils vont vendre leurs actifs risqués pour aller s'orienter plutôt vers des actifs qui sont théoriquement moins risqués. Dans le consensus global, c'est par exemple les obligations d'État à long terme ou les obligations d'entreprise de long terme. Après, il y a toujours le débat, est-ce que c'est toujours aussi sûr qu'avant? Peu importe, mais en tout cas, dans le consensus global, c'est comme ça que c'est vu. Et les crypto-monnaies ont énormément profité de ça. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui est quand même assez différent de ce qu'on a connu précédemment. On a une augmentation des taux d'intérêt. Là, la Fed a augmenté déjà 2 fois à 2 reprises les taux d'intérêt. Ils ont prévu de ralentir l'augmentation, mais pas de baisser et de rebaisser de nouveau les taux. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se disent, bah, typiquement, lorsqu'on va rebaisser les taux d'intérêt, l'argent coûtera pas cher et donc forcément, ça sera l'arrivée du prochain bull run. C'est là où je ne suis pas d'accord non plus, parce que si on regarde historiquement ce qui s'est passé, quand il y a eu le pivot de la Fed, lorsqu'il y a eu du coup une augmentation des taux d'intérêt et ensuite une baisse, historiquement parlant, s'en est suivi une baisse importante et un crack important des marchés financiers et notamment du marché action. Typiquement sur le S&P 500, ça a été entre moins 24 jusqu'à moins 56% pour les événements historiques à chaque fois qu'on a eu un pivot de la Fed. Donc après, je vous pose la question, est-ce que si demain on a un pivot de la Fed, on a une baisse de nouveau des taux d'intérêt. Si jamais on a une baisse, je ne sais pas, de 30, 40, 50% sur le marché action, est-ce que le marché des crypto-monnaies sera amené à rester tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir un bull run? Est-ce qu'il va baisser? On n'en sait rien parce qu'en fait, on n'a pas connu. Moi, mon scénario, celui que je privilégie, c'est qu'on aura une baisse importante parce qu'on est aujourd'hui fortement corrélé. Et les altcoins, ça sera encore pire. Donc, il y a le côté cycle, il y a le côté halving, il y a les modèles crypto qu'on connaît aujourd'hui et qui se perfectionnent au fur et à mesure du temps, mais qui ont quand même toujours un train de retard. Et après, il y a les risques qu'on est capable de prendre et la réalité des choses. La réalité, c'est que, bah oui, même historiquement, on a peut-être eu un bull run pendant 2 ans, une année de bear market et une année d'accumulation. Si on rentre sur une période de récession, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Peut-être que le bull market n'arrivera pas, peut-être que ça sera une période peut-être de bear market pendant peut-être 2 ans, 3 ans, ou une période d'accumulation pendant 2 ans, 3 ans, pour après repartir sur un cycle haussier. Voilà, et je pense que ça, c'est un peu pour revenir au sujet de la vidéo sur le côté garantie. Tu vois, on n'a aucune garantie dessus. Et
Il y a même tout un bouquin qui a été écrit aussi là-dessus sur This time is different. Et c'est ça aussi qui me fait dire que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire ça sera différent et peut-être que ça ne sera pas le cas. Peut-être que justement, on va continuer de faire ce qu'on a fait par le passé. Il y a quelqu'un qui avait écrit un bouquin justement sur 100 années, plus de 100, je crois que c'était plus de 200 années d'historique en disant à chaque fois que les gens expliquaient que c'était cette fois, ça sera différent et on trouve toujours une raison et à chaque fois, ce n'est pas le cas. Et peut-être que pour la crypto-monnaie, ça sera la même chose. Mais je pense que c'est important d'avoir l'esprit ouvert et de prendre du recul en se disant que les modèles qu'on connaît aujourd'hui ont fonctionné parce qu'on était sur un certain modèle économique, une certaine disposition de politique monétaire, de taux d'intérêt bas. Comment va fonctionner le modèle crypto et notamment Bitcoin dans un contexte économique, géopolitique qui est complètement différent? J'en ai aucune idée et je pense qu'il faut rester aussi relativement humble là-dessus, quoi. Tout à fait, mais c'est très bien parce que c'est justement le point que je voulais aborder, c'est prendre conscience aussi. Les certitudes, bon, dans l'écosystème crypto, c'est bien, dans le système financier, c'est bien aussi, mais dans un contexte plus global, on entre dans un monde où il y a de moins en moins de certitudes, mais à l'échelle, voilà, comme je l'ai dit, globale. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'économie. Les entreprises, elles sont préoccupées. L'énergie, est-ce que je vais avoir de l'énergie? À quel prix je vais l'avoir? Mes stocks, ma production, le contexte social avec les employés, quiet quitting. Il y a de plus en plus, voilà, les gens ils regardent. Voilà, à très court terme, parce qu'on ne sait pas déjà, enfin, c'est très difficile de faire des prévisions à 2 ans. Enfin, ils ne savent pas déjà le premier semestre, le premier trimestre, ce qui peut se passer. Bon, il y a aussi le contexte de la guerre, malheureusement. Et on a eu une période de fermeture de l'économie. Il y a des facteurs externes qui viennent influencer qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Voilà, la pandémie, tout ce qui a pu se passer. C'est venu impacter les économies, les manières de voir les choses, les marchés financiers, les personnes, tout ça. Et donc, du coup, il y a quand même si on peut aller, les modèles climatiques, qu'on parle de modèles climatiques, on est en avance par rapport au réchauffement climatique, il y a des événements qu'on ne pouvait pas prévoir qui sont en train de se passer. Et moi, j'ai un peu cette impression qu'il y a une dérégulation et de moins en moins de certitudes, mais pas seulement dans le marché des crypto-monnaies, on a peut-être midi à notre porte des fois, mais si on ouvre un petit peu, qu'on prend un peu plus de hauteur, il y a de moins en moins de certitudes dans tout. Et ça, il faut malheureusement l'accepter. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est source d'angoisse. Et c'est pour ça aussi, j'ai envie de dire qu'il faut se protéger par rapport à ça, en faisant les choses le plus intelligemment possible et pour être le plus serein possible, pas se mettre en danger financièrement, pas préparer un petit peu tout ça, voilà, se dire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, donc du coup prévoir aussi, comme tu l'as dit aussi au début, hein, le scénario où oui, on va peut-être pas reprendre le bull run, ça va peut-être pas monter aussi fort, ça va peut-être pas aussi être aussi rapide. On va peut-être attendre 2-3 ans pour reprendre un cycle haussier. On va peut-être pas dépasser la TH, c'est possible, hein, on n'en sait rien. Donc du coup, si jamais ça arrive comme ça, est-ce que j'ai pas fait tout all-in sur Bitcoin ou est-ce que j'ai pas fait tout all-in sur un projet en misant sur ce scénario-là? Et du coup, ça va me mettre en danger financièrement, j'entends, pour la suite. Et du coup, est-ce que j'ai de l'épargne? Est-ce que j'ai diversifié? Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai quand même des compétences? Est-ce que j'ai d'autres sources de revenus? Voilà, c'est bon, ça nous paraît des fois évident, mais je pense que c'est bien de le rappeler parce qu'on va vers de plus en plus d'incertitudes. Et du coup, pour être un minimum serein, il faudra passer par ces étapes-là pour s'assurer. Voilà, je pense que toi comme moi, on n'est pas, même si ça se passe pas comme on a prévu dans la crypto, ça va pas nous empêcher de manger à la fin du mois, ça va pas nous empêcher d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Dans tous les cas, ça permet aussi de pas forcément limiter relativiser, pas limiter la volatilité parce qu'elle existera, mais dans tous les cas relativiser et être en position un peu serein par rapport à ça et pas la subir à chaque fois qu'il se passe quelque chose, devoir refaire tous ces scénarios, se mettre voilà, dans une place émotionnelle qui n'est pas forcément idéale par rapport à tout ça, quoi. Ouais, et puis tu vois, après, si on s'interroge aussi sur les garanties ou les choses qu'on considère comme acquis dans la crypto-monnaie, moi je sais que j'aime bien faire un peu des fois l'avocat du diable et de me dire, tiens, tu vois, ça, il s'est passé telle chose et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Typiquement, tu vois, on considère tout le temps que la manière la plus safe d'investir, c'est de placer une partie de son capital, voire même l'intégralité sur du Bitcoin. On dit dans la crypto-monnaie la plus safe, la plus sécurisée, c'est le Bitcoin. Et c'est vrai que c'est la crypto-monnaie qui est là depuis le début, celle qui a la plus grosse communauté, celle qui a la plus forte adoption et tous les critères qu'on a déjà vus ensemble. Néanmoins, si tu regardes objectivement ce qui s'est passé, tu vois, on dit le Bitcoin, il ne s'est jamais fait hacker.
C'est pas vrai. Tu vois, si tu regardes en 2010, il y a eu un bug d'inflation. Le Bitcoin, quelqu'un avait trouvé un bug là-dessus. Il y a eu plusieurs milliards de Bitcoin qui avaient été mis en circulation. Vous pouvez regarder, hein, c'est tracé, c'est des faits. Je ne l'invente pas. Il y a eu plusieurs milliards de Bitcoin qui ont pu être mis en circulation. Alors après, ils ont fait un rollback de chain pour essayer corriger ce problème-là, mais c'est arrivé par le passé. En 2017-2018, il y a eu également un développeur de chez Bitcoin Cash qui avait trouvé une faille sur Bitcoin pour, encore une fois, pouvoir minter autant de Bitcoin qu'il le souhaitait, un bug d'inflation qu'il a dévoilé au grand jour et qui a pu être patché avant que ce soit utilisé. Mais tu vois, ces événements historiques font que, on dit tout le temps, Bitcoin, c'est safe, c'est là depuis longtemps, ça n'a jamais été hacké. Tu te rends compte que dans la réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, c'est peut-être plus sécurisé que le pauvre shitcoin qui est dans le top 500 de CoinMarketCap, mais néanmoins, ces événements historiques sont déjà produits. Est-ce qu'on est à l'abri que ça arrive encore peut-être, que ça n'arrive pas, on va dire, dans les prochaines années? Je ne suis pas convaincu. Tu vois, on est encore dans un écosystème qui est très jeune, qui est naissant, sur lesquels on n'a pas encore suffisamment de recul. Donc des positions qu'on considère aujourd'hui comme étant sécurisées, sur lesquelles il n'y a aucun risque, et de se dire, bah voilà, historiquement, le Bitcoin, il a fait à peu près du 200% annualisé si on le lisse depuis sa création. Est-ce que ça sera encore le cas par la suite? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera, est-ce qu'il sera encore là demain? Je ne sais pas. Tu vois, il y a peut-être une probabilité importante. Et c'est vrai que nous, vu qu'on est dans la crypto-monnaie, on a vite tendance à se dire, bah, on a envie de dire oui, tu vois, on a envie de croire parce qu'il y a le côté idéologique, il y a l'argent aussi qu'on a placé dessus. Et des fois, ça fait un peu mal de se dire qu'on n'a peut-être pas fait des bons choix. Mais la réalité aussi doit prendre le dessus et de voir les choses de manière la plus objective possible. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour pouvoir se protéger et pour pouvoir jauger ses risques. Parce que c'est ça le plus important. Quand vous avez des garanties, en fait, derrière, quand vous pensez avoir des garanties ou des certitudes, derrière, vous mesurez mesurez absolument pas correctement votre risque. Et c'est ça le point le plus important et le plus crucial pour l'investisseur crypto. Les personnes qui font les pires décisions ou qui prennent de plein fouet, notamment la volatilité, la mauvaise allocation d'actifs ou le bear market, c'est des personnes qui n'ont pas géré correctement leurs risques et qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment formées au préalable. Mais voilà, ça fait partie des règles du jeu. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, et je ne dis pas que j'ai pas fait d'erreur, j'en ai fait plein par le passé, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'en ai aussi gagné beaucoup, ça fait partie du jeu et je pense que je continuerai de faire des erreurs. En tout cas, ce qui a énormément marché pour moi, c'est de rester ouvert aux différentes possibilités, d'accepter le fait que j'ai pas la science infuse, que je peux bien évidemment me tromper, qu'il n'y a aucune certitude. Et si je me suis trompé par le passé, je suis toujours ouvert aux nouvelles possibilités, aux nouvelles manières de voir les choses. Et c'est justement avec ça que j'ai réussi à identifier peut-être des points qui n'étaient pas clairs pour moi autrefois et de réussir par la suite à jauger correctement mon risque et mon positionnement dans le domaine des crypto-monnaies. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Ouais, bah, tout à fait. Après, voilà, c'est un peu plus simplement, tout simplement, jamais rentrer dans une certitude et toujours se dire, ok, donc moi je considère que il peut se passer ça. Et si jamais ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Tout simplement penser à ça, parce qu'il y a plein de personnes qui investissent, qui se disent, il va se passer ça, il va se passer ça, je vais faire ça, et du coup qui partent uniquement sur ce chemin-là, et juste se poser la question, ok, mais si ça se passe pas, qu'est-ce que je fais? Si j'arrive pas à vendre, si le prix que j'avais pensé possible est pas atteint, qu'est-ce que je fais? Si je perds mon investissement, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que c'est pas sexy, ça, on n'a pas envie, ça prend du temps de et quelque part c'est se remettre en question aussi, de se dire et si ce que moi je pense comme être vrai, au final ça l'est pas, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que j'ai au moins un filet de sécurité? Est-ce que ça peut mettre en danger, tout simplement? Après, on peut toujours faire des arbres de décision et si ça passe pas, qu'est-ce que je fais ça? Et si ça se passe pas, et passer de A, B, C, D, voilà, avoir plusieurs possibilités, mais tout simplement, sans aller jusque-là, se dire, je privilégie ça, mais si ça se passe pas, qu'est-ce que je fais? Où je me situe? Imaginons-nous, après, pas forcément le pire, mais dans tous les cas, cet événement n'arrive pas, mais qu'est-ce que j'ai mis en place ou dans quelle situation je me retrouverai dans tous les cas? Il y a peut-être pas forcément besoin de mettre des choses en place non plus, mais au moins penser la situation dans laquelle on pourrait être et faire cet exercice de, voilà, de projection un petit peu, de se dire où on pourrait être si jamais ça n'arrive pas. Et je pense que c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de sérénité, parce que quand on sait pas, quand on est dans la volatilité, quand on dit oh, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est anxiogène. C'est vrai que moi, c'est quelque chose aussi avec le recul que j'ai appris à faire, de me dire, des fois, tu dis, ah, je sais pas ce qui peut se passer, et justement d'y avoir pensé en avance, évidemment, peut-être l'avoir écrit pour s'en rappeler si ça fait longtemps, mais de se dire, ben,
ah oui, mais au final, c'est pas si grave parce que même s'il se passe ça, j'ai quand même ça à côté. Et du coup, ça permet aussi de souffler un petit peu et de regagner en sérénité dans des périodes justement où ça peut être compliqué, justement en bear market, comme on est en train de vivre au moment où on tourne cette vidéo, où justement les certitudes sont un peu ébranlées avec les entreprises qui ferment, les prix qui continuent de baisser, et justement de se reposer sur ces stratégies et ce qu'on a mis en place aussi par rapport à toute cette volatilité. Mais au final, on est plus serein, quand on se dit on va arriver à passer, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'en sortir, et même dans le pire des cas, je suis quand même pas en danger. Donc bon, au final, voilà. Et puis il y a le risque aussi du sentiment consensuel, tu vois, quand tu as, on peut regarder historiquement parlant ce qui s'est passé encore une fois avec le Bitcoin, tu vois, lors du précédent cycle, tout le monde disait Bitcoin à 100K, le modèle du stock to flow, il a dit tel niveau, etc. Et au final, tout le monde avait un consensus global des gens qui disaient ça va forcément arriver, et au final, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Et je pense qu'il faut être aussi très vigilant à ça, de se dire à partir du moment où on arrive à identifier un consensus global, de se dire tiens, par exemple, et je dis pas que c'est forcément mal fondé à chaque fois, hein, mais de toujours essayer de le remettre en question. Tiens, typiquement, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on considère que Bitcoin aujourd'hui, c'est la manière la plus sécurisée d'investir dans les crypto-monnaies. Est-ce que ça sort pas de nulle part? Est-ce que, en effet, il n'y a peut-être pas des bémols à avoir? Et je dis pas que tout est acheté, mais je pense que c'est important pour, encore une fois, mesurer ces risques, de se rendre compte là où il y a véritablement un consensus global, de voir le bien fondé de ce consensus et de voir également aussi ses limites pour prendre les meilleures décisions d'investissement. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément très simple parce qu'avec les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Facebook, Twitter, etc., il y a le renforcement des biais de confirmation qui fait que dès qu'on va regarder un contenu, on va continuer de nous proposer du contenu qui est en lien avec le premier contenu qu'on a regardé. Donc, ça va nous entretenir dans notre vision et pas forcément nous ouvrir l'esprit à d'autres possibilités. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Bon, on va terminer cette vidéo parce qu'elle est déjà bien trop longue. Je vous mets plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets également aussi le lien de ma seconde chaîne que j'ai développée là assez récemment, qui s'appelle Éternel Étudiant, dans lequel je parle de tout. Alors, je parle un petit peu de crypto, mais je parle surtout donc d'investissement, je parle d'entrepreneuriat, finances personnelles, etc. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés sur toutes ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien aussi vers un programme de formation offert pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour se former. Et enfin, pour tous ceux qui veulent plutôt échanger avec nous au téléphone, on vous a mis un lien dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à réserver un créneau de disponible et répondre à un petit questionnaire qu'on aura présélectionné pour vous. Et l'idée, c'est de connaître ce que vous avez fait jusqu'à présent, connaître votre positionnement aujourd'hui, vos objectifs, etc., afin de voir si on sera capable de pouvoir vous accompagner, si on peut le faire, et si on peut vous aider à aller plus loin dans l'investissement crypto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.